ce débat qui va nous amener sur le thème de quelle protection sociale post-Covid. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec les masques, on se rappelle bien que le Covid a été et est là. Donc vous nous permettrez d'enlever les masques au moment où on parle les uns les autres, et vous pourrez le faire à condition peut-être que les distanciations sociales puissent être respectées, je le rappelle. Donc c'est un débat avec une méthode dite inversée. Donc c'est vous qui allez faire le débat, le dialogue. C'est la salle qui va donc interroger les intervenants d'aujourd'hui. Ça va nous emmener jusqu'à midi, et ce sont donc Cécile Duflot, que tout le monde connaît, directrice générale d'Oxfam, ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires, pour être précis, et qui donc sera à ses côtés Boris Vallaud, député des Landes, qui est passé par le secrétariat général de l'Élysée, qui est membre du Parti socialiste à la commission des affaires sociales. Éric Chenu, mutualiste, le mutualisme chevillé au corps depuis longtemps, vice-président du groupe MGEN, également au groupe Vive. Et puis Fabienne Brugère, philosophe, qui a beaucoup travaillé sur le care et la question de la place des individus et du collectif dans les questions de protection sociale. Puis nous avons en Zoom Alfred Spira, médecin de santé publique, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière, que dis-je, au Kremlin-Bicêtre, et membre de l'Académie de médecine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments de méthode. Donc un débat inversé, c'est vous qui allez interroger. Donc commencez déjà à poser, à imaginer les questions, non seulement les questions, mais les commentaires que vous avez à faire. Et puis bien sûr les intervenants, et je guiderai les prises de parole des intervenants pour qu'ils puissent vous répondre au mieux. Quelques règles. Alors je vais peut-être parfois être désagréable, être obligé d'interrompre des discours peut-être longs, peut-être vous dire que le temps passe, peut-être de faire en sorte que certains puissent parler avant d'autres. Enfin voilà, donc vous m'en voudrez pas, mais c'est mon rôle, et je vais essayer de le faire de la manière la plus convenable possible, bien entendu. Avant de rentrer pour poser le cadre, pourquoi la protection sociale post-Covid ? Parce que notre système de protection sociale, c'est un système dit universel qui consomme grosso modo 700 milliards d'euros par an, mais qui, malgré ses règles originelles à vertu universaliste, n'empêche pas de profondes inégalités sur le territoire français, et depuis longtemps, et qui s'accroît. Alors la crise Covid a mis en lumière un certain nombre d'accroissements de ces inégalités, qui sont d'ailleurs pas forcément dus à des risques sociaux couverts par la protection sociale. Donc un premier élément de contexte qui mérite d'être exploré. Est-ce que ce système de protection sociale est-il efficace ou pas efficace ? Un premier élément d'enjeu, semble-t-il. La deuxième chose qui frappe aux yeux, c'est demain, du coup, eu égard à ces inégalités qui s'accroissent, que faut-il faire ? Prolonger le trait ? Rebattre les cartes, se matiner d'utopie, ou au contraire essayer d'ajuster un dispositif tant bien que mal. Et puis troisième élément, c'est qu'est-ce qui fait que les propositions qui peuvent naître à la Charité-sur-Loire, avec les différentes responsabilités que les uns et les autres ont dans la société civile et politique, qu'est-ce qui font que ces propositions puissent se transformer en éléments crédibles de là où on parle, de là où on fait. Voilà, je vous propose de tourner autour de ces trois éléments-là, et puis d'autres, bien sûr, la parole est à la salle. J'ai envie de dire, allez-y, les premières questions, premières remarques sur protection sociale post-Covid. C'est toujours difficile, le premier, mais ou la première, mais il faut... Si vous pouvez vous présenter brièvement. Michel Tiroloni, Parti socialiste de Mâcon. Oui, je vais y revenir très vite. Hier, le gouvernement a annoncé 160 000 nouveaux emplois avec les 100 milliards là elles vont être débloqués. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'emploi, c'est ce qui permet effectivement de donner les recettes de la protection sociale. Alors, moi, ce que je m'inquiète déjà, c'est que les 160 000 emplois qui ont été annoncés, ils font double emploi déjà avec la politique de l'offre qu'on a depuis des années, qui est de 45 milliards par an. Donc, si on nous annonce 160 000 nouveaux emplois, ça veut dire que c'est déjà annoncé dans un autre plan, qui est le plan habituel de la politique de l'offre. Donc, moi, je me dis, si demain, on n'arrive pas à faire les emplois, en sachant qu'on est déjà à moins 600 000 au premier semestre, là, 2020, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas les recettes qui vont arriver ?
en sachant que de plus en plus il y aura de chômage, de plus en plus de besoins de sanitaires avec le Covid, etc. Donc, je voudrais savoir si vous maintenez, enfin, vous allez dans ce sens-là, c'est que ce n'est pas un problème de dépenses, mais plutôt un manque de recettes qui risque d'arriver. Merci. Je vous propose une deuxième intervention. Oui, bonjour à tous et à toutes. Denis Vichra, Mouvement Utopia, et membre fondateur de Nouvel Archipel de l'écologie et des solidarités. Moi, je voudrais avoir votre avis sur une population particulièrement précarisée, à savoir les 18-25 ans. Vous savez qu'ils n'ont pas le droit au RSA, que le Covid a encore révélé des inégalités très très fortes qui dépendent uniquement des revenus des parents. Donc il y a différentes propositions qui circulent, notamment une allocation d'autonomie spécifique pour les 18-25, pas une extension du RSA, portée par l'Archipel des Jours Heureux, par Utopia et par d'autres. Donc voilà, merci. Allô, oui. Oui, bonjour, Louise Cormier. Moi, je me demandais, parce que la protection sociale post-Covid, j'ai l'impression que la question est très bonne, mais il y a aussi une grève des urgences qui a duré très longtemps, qui a été historique avant la crise, et beaucoup d'autres choses qui sont encore valables aujourd'hui. Moi, je me demandais, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, on demande à l'hôpital public de faire beaucoup d'efforts, et la médecine de ville, c'est un espèce de boîte noire où en même temps, il y avait des gardes qui étaient obligatoires, maintenant c'est plus le cas. Moi je me demandais du coup sur ces enjeux-là, qui décide, quels sont les blocages, pourquoi est-ce qu'il y a un différentiel tellement fort en France entre la médecine de ville et l'hôpital. Et évidemment, pour moi, les inégalités dans la protection sociale, c'est des inégalités qui sont territoriales, c'est les déserts médicaux. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le numerus clausus, des facultés en médecine, et qu'est-ce qui se passe avec le fait de pouvoir ou non imposer à des jeunes médecins de s'installer dans des déserts médicaux. Voilà. Je vous propose qu'on ait une première série de réponses et je vous promets. Boris et... Alors, pardon. Oui, il vaut mieux. Oui, tout à fait. Je suis désolé avec les micros, j'avais pas anticipé les chaînes de contamination. Pourtant, médecin de santé publique, désolé, pris dans le truc. Je vais tout de suite adapter. Non, je croyais que du coup, j'avais... Bon, bref. Alors, pardon, d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Plusieurs réactions à ce qui a été évoqué. D'abord, le plan de relance. C'est vrai qu'on peut faire un constat, c'est que il n'y a qu'un volet d'investissement, un volet d'offres. La part consacrée, notamment aux plus précaires, dans le plan de relance, c'est moins de 1% des 100 milliards. C'est 100 milliards, d'ailleurs, dont il faudrait interroger la réalité. On aura peut-être l'occasion de le faire. Ça, c'est une première chose. À la différence, d'ailleurs, d'autres pays qui ont décidé aussi de soutenir la demande, le pouvoir d'achat, y compris pour accélérer la désépargne qui a été constituée par les Français. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, qui a baissé la TVA. C'est le cas de la Grande-Bretagne, qui paye une partie d'addition quand vous allez au restaurant, parce qu'évidemment, le secteur est en grande souffrance. Donc, grosso modo, vous avez compris que c'est un plan de relance qui oublie assez largement les premières victimes de la crise et probablement les derniers à bénéficier d'une reprise quand elle viendra. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose a été évoquée parmi ceux-là, et dans le plan de relance, il y a des emplois aidés pour eux, mais il n'y a pas, j'allais dire, d'aide sociale spécifique. Il y a la question de la jeunesse. La jeunesse, on sait quel est son taux de pauvreté, j'allais dire, au long cours, depuis des années, et on peut supposer que la crise va les frapper au premier chef. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'associations de jeunesse, mais aussi beaucoup de mouvements politiques, ont proposé une mesure spécifique, qui est peut-être l'ouverture du RSA à 18 ans, pour toutes. Nous formulons une proposition qui sera mise en débat à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre, sur une plateforme qui s'appelle Parlement et citoyens, qui permettra à tout à chacun de se prononcer. On propose ce qu'on appelle un dispositif L, aide individuelle à l'émancipation, qui est la concomitance d'une dotation en capital de 5 000 € pour tous à 18 ans et d'un revenu de base inconditionnel, universel, versé automatiquement, versé à 18 ans pour lutter contre le non-recours, etc., etc. Faisant simplement un constat de bon sens,
vous êtes majeur sur le plan pénal à 16 ans, vous êtes majeur sur le plan politique à 18 ans, mais sur le plan social, il faut attendre 24 ans. Et que ce qui se passe entre les deux, évidemment, abîme beaucoup de gens. Et moi, je ne me surprendrai pas si sur ce plan-là, je cite Jaurès. Il dit « Une fois émancipé, tout homme choisira librement son chemin ». Et donc je pense que le préalable, c'est le travail sur l'émancipation et les moyens de cette émancipation. Merci. Alors je vais essayer de faire attention aux lingettes. C'est moi qui les ai. Ça va être un vrai gymkhana de lingettes. Je suis désolé. On n'oublie pas que c'est le thème sur le Covid. Cécile Duflo, votre analyse, et puis après. Oui, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant quand on parle de protection sociale, c'est qu'il faut être capable d'élargir un peu le spectre. C'est-à-dire que quand on parlait, et quand la sécurité sociale est née, on venait d'un système qui n'avait rien à voir avec ça. Et tout à l'heure, tu parlais de utopie ou aller plus loin. Oui, je pense que la question de savoir si c'est une utopie ou pas, ça dépend de la manière dont on le regarde. La sécurité sociale telle qu'elle existe aujourd'hui, avec toutes ses imperfections, serait apparue pour des femmes et des hommes du 19e comme une énorme utopie. Pouvoir aller dans un hôpital avec un enfant dans ses bras malade, savoir qu'il va être soigné sans qu'on vous demande avant de payer, c'est pas seulement pour une femme du 19e siècle, mais c'est pour beaucoup de femmes et d'hommes ailleurs dans le monde une authentique utopie. Donc il faut être d'abord conscient de ce que ça signifie. Et pour faire un pas plus loin, je dirais que c'est la question de la façon dont de l'horizon qu'on veut donner à la société. Et pour moi, ce débat, et notamment, puisque le thème de la table ronde, c'est après le Covid, c'est quid de l'égalité. Et donc, puisqu'on dit quid de l'égalité, disons quid des inégalités. Qu'est-ce que les inégalités et cet accroissement fou des inégalités entre le Nord et le Sud, mais au sein même de nos sociétés, produit? Il produit du mal-être social, évidemment, mais il produit aussi une mauvaise santé. C'est-à-dire que les inégalités coûtent. Les travaux de Wilkinson le montrent dans 22 pays riches, ce qui a un effet majeur sur les écarts d'état de santé, n'est pas les écarts de PIB, mais les écarts de revenus et l'augmentation des inégalités. C'est-à-dire qu'un pays ou une société inégalitaire est une société en mauvaise santé. Intuitivement, pour les plus pauvres, on le comprend, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est qu'une société inégalitaire produit une dégradation de la santé, y compris des plus riches. Alors on peut réfléchir aux questions de stress, de violence, etc. Donc pour moi, la base de ce débat doit se placer au niveau de cet horizon, qui est un horizon de réduction des inégalités. À tous les niveaux. Aujourd'hui, l'inégalité énorme dans le secteur de la protection sociale et de la santé, c'est une inégalité femmes-hommes. Qui porte la santé aujourd'hui, les aides-soignantes, les infirmières, à plus de 75%, ce sont des femmes. Ce sont elles qui se sont pas posé la question de savoir si elles devaient aller travailler ou pas pendant la pandémie, et si elles doivent travailler ou pas dans les pays où la situation est encore si difficile. Donc je pense que s'attaquer à cette question des inégalités, et j'en terminerai là-dessus, sur du coup quel financement, eh bien, la question du financement repose la question de la fiscalité et d'une revue générale d'une fiscalité qui soit plus juste, plus écologique et qui soit davantage, qui permette davantage de partager les richesses. Aujourd'hui, et un rapport d'Oxfam International va sortir, va montrer qui s'est enrichi pendant la pandémie. Les plus riches, de façon contre-intuitive presque, malgré la crise économique, se sont enrichis pendant la pandémie. Donc, est-ce qu'il y a les moyens financiers de cet horizon égalitaire? Oui. Ensuite, c'est une question de déclinaison technique et fiscale précise, mais je pourrais y revenir, mais tout à l'heure. Merci. Peut-être Freddy Spira et Eric Chenet sur les questions liées non seulement aux inégalités, mais aussi posées sur la question de l'hôpital, de la régulation hospitalière et de l'offre de soins en général. On rentre dans la précision. Oui, c'est Alfred Spira. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, Antoine. Ok. Bonjour tout le monde. Je suis désolé de ne pas être avec vous, mais moi je suis très vieux, je suis fragile et le Covid est un réel problème qui nous traite de façon inégale, inégalitaire aussi. Ce que je voudrais dire pour continuer dans la lignée de ce que vient de dire Cécile, les inégalités sociales, elles se traduisent effectivement par des inégalités de santé absolument considérables. Juste un chiffre pour situer le contexte. Vous savez peut-être que la différence d'espérance de vie entre les 5% des personnes les plus riches et les 5% des personnes les plus pauvres dans notre pays à l'heure actuelle, différence d'espérance de vie à la naissance est de 13 ans. 13 ans, c'est absolument gigantesque. Donc, on est dans une situation extraordinairement inégalitaire.
tout au long de l'échelle sociale. Ça veut dire que aussi en haut de l'échelle sociale, entre ceux qui ont la capacité d'intervenir eux-mêmes sur leur vie professionnelle, sur leur manière de vivre, et ceux qui n'ont pas cette capacité, il existe aussi de très fortes inégalités de santé. Ces inégalités de santé, elles sont sociales, elles sont aussi territoriales, comme ça a été souligné par Louise Cormier. Elles sont aussi, bien sûr, des inégalités de genre, comme l'a rappelé Cécile, entre les hommes et les femmes. Les inégalités de santé sont absolument gigantesques. Alors, comment lutter contre ces inégalités sociales de santé? C'est bien entendu une question politique. Et ça repose sur un ensemble d'objectifs et d'initiatives qui touchent bien entendu pas que la santé, qui touchent aussi le système de santé, et j'y reviendrai, mais qui touchent d'abord les inégalités de revenus. Et la première stratégie, bien entendu, de lutte contre les inégalités sociales, c'est d'avoir des politiques de redistribution fiscale qui soient réellement efficaces. Ça touche tous les domaines de la vie, c'est-à-dire d'abord, après le revenu, vient l'éducation, les conditions de travail, les conditions de transport, les comportements. Donc, il s'agit d'avoir des politiques globales qui incluent la santé et qui permettent d'agir sur l'accès au système de santé, sur les comportements et sur les prises de risques et sur le recours au système de santé. Alors, juste pour rebondir sur Freddy, la je vais jouer question mon mauvais rôle. de Si Louise tu Cormier. peux, si tu peux, peut-être, on aura l'occasion de reprendre un certain nombre de débats. Oui, je raccourcis, mais juste pour répondre à la question sur les déserts médicaux et sur la médecine de ville et la médecine hospitalière. Bien entendu, on a besoin d'une régulation d'ensemble du système de santé. Or, on est dans un système dual depuis le début du XXe siècle. Et effectivement, la gestion de la médecine de ville est complètement séparée de la santé hospitalière. Donc, l'un des moyens de répondre à cette question sur la lutte contre les déserts médicaux et l'implication de la médecine de ville est d'avoir une gestion d'ensemble, ce qui va poser aussi la question de la prise en charge de la santé, la question de la sécurité sociale, la question des mutuelles. Donc il faut que tout le monde se mette autour de la table et qu'il y ait une vision universaliste, avec un universalisme proportionné, c'est-à-dire qui concerne d'abord les plus fragiles et les plus précaires dans nos sociétés. Merci. Eric, quelques mots sur... attends, je vais essayer de désinfecter la bestiole. Quelques mots sur... Merci. Bonjour à tous et toutes. Oui, en continuité un peu de ce qui a été dit, l'enjeu fondamental, c'est quel est le sens, quelle est la finalité de la protection sociale. Est-ce que la protection sociale est là pour solvabiliser les dépenses de santé et l'accès aux soins, ou est-ce qu'à un moment donné, elle a aussi une finalité politique, c'était son origine, faire en sorte qu'elle soit un levier d'émancipation, comme l'a rappelé Boris tout à l'heure, pour contribuer à la réduction des inégalités, ce qu'a dit Cécile. Et je m'inscris complètement dans cette lignée-là. La protection sociale, il faut qu'on arrive à la réinterroger dans son essence même pour qu'elle retrouve finalement cette capacité à réduire ces inégalités. Après, il ne faut pas non plus qu'on ait une vision trop péjorative de notre protection sociale. Si on regarde entre la création de la Sécu en 1945 et aujourd'hui, on a gagné en moyenne 200 000 heures d'espérance de vie. Donc ce qui est quand même quelque chose d'absolument phénoménal, fondamental. Pour autant, les inégalités, Alfred Spira vient d'en parler, entre les catégories sociales restent extrêmement importantes. On a
un peu plus de 11% du PIB qui est consacré à notre système de santé. Et pour autant, on a un niveau d'espérance de vie sans incapacité. Si on a une espérance de vie entière qui est bonne, on a une espérance de vie sans incapacité qui est très moyenne au niveau des pays de l'OCDE. On a une mortalité évitable, une morbidité précoce qui est franchement mauvaise. Et donc, on a le moyen d'améliorer tout ça. Et notamment pour réduire les inégalités, outre la question de l'accès aux soins qui doit être renforcé, facilité, à l'hôpital, en médecine de ville, mais aussi auprès des paramédicaux. Il faut peut-être aussi qu'on arrive à organiser les modalités de prise en charge autrement, par des délégations de tâches et des transferts de compétences vers d'autres professions que les seuls médecins. Les médecins doivent être concentrés là où leur plus-value est absolument essentielle. Mais l'autre enjeu fondamental, c'est aussi de faire évoluer notre système vers un système plus préventif, où on peut mieux gérer les risques. Et là-dessus, en France, par rapport à un certain nombre d'autres pays, on est plutôt en retard parce qu'on n'a pas assez misé sur la santé publique. Et on le voit face à cette crise du Covid, où ce n'est pas les réflexes d'appréhender les bons gestes barrières. Les bons gestes barrières, ce n'est pas seulement en période de Covid qu'il faut les avoir. C'est tous les hivers, on aurait un taux de personnes touchées par les gastro, touchées par les grippes, bien inférieur si on arrivait à tous intérioriser un certain nombre de pratiques de manière systématique. On s'est habitué presque fatalement chaque année à avoir 9 000 à 12 000 morts par la grippe chaque année. Eh bien, par des évolutions de nos comportements, on pourrait aussi réduire cet impact humain. Et donc là-dessus, on a beaucoup à faire en éducation populaire, citoyenne, en santé publique pour tous nos concitoyens. Et ça, c'est tous les acteurs, c'est les collectivités territoriales, c'est l'assurance maladie, c'est l'État, c'est l'éducation nationale, c'est les complémentaires santé comme les mutuelles. On joue notre rôle là-dessus, mais on a beaucoup à faire et surtout à mieux se coordonner, mieux se concerter si on veut un petit peu changer la donne. Merci Eric. Fabienne Brugère, une dernière intervention avant de redonner la parole à la salle. Je désinfecte le micro. C'est ma... Juste parce que forcément je serai dans un registre un petit peu différent. Je reviens tout à l'heure, je pense à la question des recettes tout à l'heure. Il me semble que la question actuelle n'est pas seulement une question de recettes, elle est une question de changement de notre modèle social qui doit être radical. Le XXe siècle, c'est le siècle, on peut dire, de la marchandisation, de la protection sociale et des luttes pour l'émancipation. Le XXIe siècle, il faut y ajouter toute la question écologique. Et donc ça, c'est un premier point fondamental. Le deuxième point fondamental, c'est que la crise du Covid, elle aurait pu être l'occasion de faire plus d'égalité. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on s'est découvert comme étant toutes et tous vulnérables. Et donc, en ce sens, cette commune vulnérabilité aurait pu dessiner justement plus d'égalité. Deuxième chose, on s'est pour beaucoup retrouvés dans nos maisons, dans nos foyers. Et donc, de la même manière, l'égalité homme-femme, elle aurait pu justement s'accroître. Or, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert au bout du compte, avec le confinement et dans l'après-confinement, un accroissement des inégalités. Les plus vulnérables sont encore devenus plus vulnérables. Et du point de vue du genre, on a découvert aussi un accroissement des inégalités, alors que ça aurait pu être totalement différent. Donc, les inégalités sont structurelles. Si les inégalités sont structurelles, ça veut dire qu'on ne pourra pas lutter contre ces inégalités sans un véritable changement de modèle, sans un véritable changement de nos structures. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ce qu'on a découvert aussi, c'est l'importance des métiers de soins, mais des métiers de soins au sens large, pas seulement les médecins, mais aussi les infirmières, les aides soignantes, et puis après, tous ceux qui travaillaient à nos besoins vitaux. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est une véritable réflexion à avoir sur les métiers de soins et sur la nécessité de rétablir de l'égalité dans les métiers de soins et une véritable reconnaissance pour les métiers nécessaires, mais qui sont au plus bas de la hiérarchie des salaires. Et puis aussi, penser
la spécificité de cette économie qui est aussi une économie des services et des services à la personne. Et là-dessus, il y a des travaux remarquables d'Isabelle Ferreira sur précisément les travailleurs dans le domaine et les travailleuses dans le domaine des services. Ils ont besoin de respect, ils ont besoin de considération et ils ont des attentes d'égalité. Et ça, si on ne le résout pas dans les années à venir, eh bien, ça va aller très mal. Merci. Donc, plusieurs questions dans la salle. Donc, excusez-moi, je vais reprendre les micros, les désinfecter. Vous ne m'en voudrez pas. Merci. Alors moi, je me présente, je m'appelle Nicole Alix et j'anime une petite association qui s'appelle la COP des communs. On travaille sur les communs, les biens communs. En fait, j'ai deux questions et qui viennent aussi de ce que vous avez dit et aussi du titre. Parce que le titre, c'est « Quelle protection sociale après la Covid-19 ?» Et en fait... on voit bien qu'on n'est pas après, on est dedans. Et les analyses montrent qu'il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec des... je ne suis pas très bonne là-dedans. Enfin, il y a toutes les histoires de zoonoses, là, tout ça. Je ne sais pas bien le redire, mais vous trierez derrière. Donc, ce n'est pas après, c'est avec. Et moi, je suis sensible à ce que vous avez dit, monsieur Chenu, là, sur... on a vu l'opposition entre notre système de santé qui peut-être a privilégié un peu la médecine de pointe, enfin le fait d'être capable de traiter des trucs vachement compliqués rapidement, et on a un système très performant. Puis on a cru que les questions de lutte contre les épidémies, tout ça, c'était d'avant, quoi. C'était pas, et maintenant c'est d'après. Et première question, c'est comment on vit ça, et comment est-ce que aussi chacun d'entre nous peut participer à cette vivre avec la Covid et pas après la Covid. Et la deuxième chose que je voudrais dire, je vais être plus brève, enfin je vais essayer d'être brève. Nous, dans l'association, là, la COP des communs, on a un gros groupe de travail autour des plateformes coopératives numériques. Et pendant la crise, pendant le confinement, on a bien vu le lien qu'il y avait désormais entre accès à la santé, accès au logement, accès au transport, accès à l'alimentation, et que les chaînes de distribution, production, distribution, consommation, se reforment différemment. Et je voulais savoir si vous aviez des réflexions autour de ça, surtout que finalement, quand on regarde ce qui se passe, Fabienne Brugère a parlé des différentes transitions, elle n'a pas mentionné la transition numérique. Et là, finalement, certaines des entreprises qui tirent leur épingle du jeu, c'est les gros Amazon, etc., qu'on a tous plus ou moins fait fonctionner. C'est des gens qui ne payent pas d'impôts, en tout cas qui en payent conditions qui ne sont pas des conditions telles qu'on les a conçues pour avoir aussi des dispositifs de protection sociale qui fonctionnent. Donc je voulais savoir si, du côté des idées, et du côté à prendre en considération, vous trouviez qu'il y avait besoin de prendre en compte ces évolutions qui font que le numérique repositionne les chaînes de valeur et les questions de recettes et de dépenses de la protection sociale. Bonjour, Manu Bodinier. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux complémentaires sur la protection sociale avec le Covid. Je reformule grâce à Nicole. Mais dont j'aimerais bien savoir, comment dire, je pose la question d'abord et je mets les enjeux derrière. La question que je me pose, c'est où est-ce que la gauche et les écologistes bossent la protection sociale qu'on souhaite ? Pas uniquement avec une augmentation du budget, mais avec un horizon pour lequel on a envie de militer, où qu'on soit dans la société. Les enjeux sur lesquels je trouve qu'on a vécu quelque chose collectivement. Le premier, c'est que
je trouve qu'on a atteint la limite d'une conception qui se fonde uniquement sur des droits individualisés, avec des injonctions à prendre soin de soi et à rester chez soi. Et en fait, il y a des tas de gens qui n'ont pas d'entourage pour s'aider, et puis il y a des tas de citoyens et citoyennes qui sont organisés pour aller trouver un ordinateur pour des enfants, pour apporter de l'alimentation à des personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir ou handicapées. Mais c'est comme si c'était de l'auto-organisation, que ça n'avait pas été pensé collectivement. Et d'ailleurs, le gouvernement n'a absolument pas pris en compte les recommandations de s'appuyer sur la société civile. Et donc, mais je pense qu'il est dans la tradition d'une bureaucratie qui est à côté de la société. Et ça, je ne sais pas comment on le pense. Comment est-ce qu'on pense une articulation qui n'est pas uniquement avec des individus, mais avec des collectifs solidaires. Le deuxième enjeu, c'est la question climatique. Parce que j'ai l'impression qu'on a une protection sociale qui laisse ces enjeux-là, climatiques, à l'État ou aux collectivités. Mais comment est-ce qu'on articule la question climatique avec les retraites? Comment est-ce qu'on redistribue quand même 400 milliards ou plus pour les retraites? C'est pas connecté, quoi. C'est comme si on pouvait prendre 50 fois l'avion si on avait une grande retraite, ou crever de faim et s'acheter des produits pas bons quand on est un retraité pauvre. Le troisième enjeu, c'est la question de la gouvernance, puisqu'on était dans les mobilisations, collectifs interurgences, collectifs interhôpitaux. Le problème, il se posait avant le Covid, et il se posait notamment sur des questions de maltraitance et des usagers et des agents qui sont dans les hôpitaux. Et c'est aussi lié à une gouvernance de la Sécu, puisqu'on a eu une espèce de basculement d'une démocratie sociale à une technocratie aveugle qui gère des coûts. Et là, il y a un enjeu à le penser, mais je ne sais pas où ça se pense, quels sont les collectifs qui pensent ça. Et le quatrième, c'est sur la question de l'activité, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les financements ils sont liés qu'à l'emploi ou au travail rémunéré un peu au sens large, alors qu'on a besoin d'autres formes d'activité pour que ça marche, quoi. Il y a tous les aidants, il y a tous les bénévoles, toutes les associations qui bossent là-dessus. Et je me demande comment on les reconnaît, comment on ouvre des droits sans mettre en danger les travailleurs qui sont déjà précaires. Voilà. Une dernière question, puis après on va répondre, parce que les sujets sont très larges et vastes. J'ai pas désinfecté, désolé. Petit rituel nécessaire. Qui est-ce qui voulait intervenir? Merci. Dans la continuité de la question précédente, j'aimerais plus précisément parler du traitement qui est réservé aujourd'hui aux personnes en situation de handicap, et notamment mental ou psychique, c'est-à-dire les personnes qui sont les moins capables de se défendre elles-mêmes. Il y a en ce moment une pratique justement technocratique de l'allocation adulte handicapé qui conduit à rendre toujours plus difficile pour les familles et les personnes en situation de handicap d'accéder à cette allocation, qui n'est juste un principe de solidarité de base dans notre société. Donc voilà, je voudrais d'abord pousser ce coup de gueule sur cette pratique technocratique vis-à-vis d'aide sociale, vis-à-vis de personnes justement les plus faibles et qui ne peuvent pas, forcément toujours s'occuper d'elles-mêmes, ce qui implique toujours que les familles ont toujours plus de travail à faire. Je voudrais d'abord apporter cette critique par rapport à l'État, mais aussi, et pas seulement, l'État, parce que je pense que ça traduit aussi un certain abandon dans la société de cette question des personnes en situation de handicap, quand on voit très peu de nos concitoyens défendre les personnes en situation de handicap lorsque elles peuvent faire l'objet elles peuvent être victimes d'injustice. Souvent, c'est du vécu, les gens tournent le regard. Voilà. Pose quelques réponses. Alors, on a abordé la question du numérique et des problématiques de financement par rapport à cette question-là, mais pas que, la transition numérique. On a abordé les enjeux sociaux. Vous avez posé la question des enjeux sociaux déjà, qui bosse les enjeux sociaux au PS, chez les écologistes ou à gauche plus généralement, dans le cadre de ces transitions de la protection sociale qui doit prendre en compte les enjeux écologiques et climatiques notamment. Il y a eu une question plus sur
sur les publics la question de la gouvernance, démocratie version technocratie, et comment prendre en compte les nouvelles activités, notamment bénévoles et toutes générées par les besoins sociaux. On pourrait prendre l'exemple des aidants a été pris, on pourrait le développer. Et puis la place de l'individu et que les collectifs, on va peut-être commencer par ça. Fabienne Brugère, vous avez beaucoup travaillé sur la question de ces métamorphoses de la société et du coup des changements qui pourraient émerger eu égard à la place de l'individu dans nos sociétés. Oui, alors je repartirai volontiers du coup des limites, on pourrait dire des pratiques du prendre soin de soi, du coup, et des limites de toutes les formes finalement d'auto-organisation, parce qu'effectivement, on est arrivé à la fin d'un modèle. On peut plus en rester d'un côté un capitalisme financier, un néolibéralisme qui pousse toujours la fiction de l'individu performant, qui poursuit ses intérêts, qui bien sûr gagne, et puis avoir de l'autre côté une reconnaissance moindre pour tous les métiers qui sont du côté de la solidarité ou qui sont du côté de l'attention aux autres ou de l'attention à la terre, au monde. Et donc, on est bien arrivé au bout de ce modèle. Alors, comment on fait à la fois pour pouvoir soutenir les individus, les rendre à leur capacité, et puis en même temps relancer un modèle collectif dans une époque, dans le Covid, effectivement, qui n'est pas encore l'après-Covid, où en même temps le retour de l'État est malgré tout nécessaire, mais d'un État justement non autoritaire et qui soit capable de solliciter les initiatives des acteurs. Je crois que déjà, la nécessité, ce serait une réforme profonde des grandes institutions de l'État, une réforme profonde de l'école, une réforme profonde de l'université, de l'hôpital. Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà être capable de repartir des expertises des acteurs et des actrices, ce que malheureusement on fait très peu, y compris dans cette époque du Covid, puisque précisément je le vois bien au niveau de mon expérience, dans les questions d'enseignement supérieur, on est toujours pris entre deux chaises. D'un côté, les directives du ministère de l'Enseignement supérieur, des rectorats, et puis de l'autre côté, les exigences aussi des personnes qui travaillent, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs, du personnel administratif, et puis bien évidemment des étudiants. Et donc, on est toujours pris dans une logique où à la fois, on doit appliquer des directives ministérielles, et de l'autre côté, on aimerait bien pousser des initiatives qui sont liées à celles de l'usage que l'on a sur son lieu de travail. Et ça, c'est extrêmement problématique en France. Alors, la seule manière de faire, c'est précisément déjà dans les grandes institutions de l'État, de donner des possibilités d'émancipation aux acteurs, à la fois celles et ceux qui travaillent, et puis ceux qu'on appelle les usagers. Et ça me paraît essentiel. Et par ailleurs, en ce qui concerne les populations les plus vulnérabilisées, qui sont quand même de plus en plus vulnérables, que ce soit dans les banlieues populaires ou que ce soit dans le monde rural, où d'ailleurs la fracture numérique a aussi aujourd'hui son importance et introduit de nouvelles formes d'inégalité, eh bien, c'est construire des logiques de soutien qui soient des logiques adaptées aux situations et adaptées à l'environnement tel qu'il est, en sachant qu'on est dans des environnements dégradés. Et prendre en compte cette notion d'environnement dégradé, qui est aussi une question écologique, qui est tout autant une question sociale qu'une question écologique. Donc, c'est redonner de l'initiative aux collectifs d'acteurs et faire que l'État porte ces initiatives. Donc ça veut dire repartir de ce qu'on pourrait appeler le terrain pour aller ensuite vers d'autres sphères. C'est aussi pouvoir faire circuler des expériences qui marchent. Et quand ça marche quelque part localement, eh bien on le porte à la région, on le porte ensuite au niveau national, en tenant à chaque fois compte des spécificités et des différences.
Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de l'universel, ça veut dire qu'on introduit un savoir des situations et aussi donc la question des proportions. Merci. Boris Vallaud, la question de la transition numérique et l'impact sur le financement de la protection sociale. Comment aujourd'hui on aborde le problème? Je pense qu'il est désinfecté. Non, de façon plus générale, et Fabienne et Cécile l'ont évoqué, on est dans un moment de grande transition. On a construit notre modèle social adossé à un modèle de production de masse, consommation de masse, carrière linéaire au salariat dans la même entreprise. Et il y a un certain nombre de choses qui se périment et qui révèlent nos vulnérabilités. Et en effet, notre modèle social se télescope avec des mutations anthropologiques. En France, le vieillissement de la population, on l'a vu dans la crise du Covid, pose quand même un problème ontologique et politique extrêmement grave. On a la question de la jeunesse qui se pose. Je ne sais pas s'il faut dire que la jeunesse est un risque, mais enfin, ça rend vulnérable à un certain nombre de risques. Il y a la transition numérique qui a été évoquée, qui, à mon sens, n'a donné à voir qu'une part d'elle-même, avec un vrai questionnement. Est-ce que c'est la disparition du travail, sa mutation, un autre rapport au travail? Mais ça évidemment, ça bouleverse la linéarité qu'on avait connue jusque-là et cette capacité à répondre. Il y a évidemment la question de la transition écologique. Qu'est-ce que c'est que le progrès dans un monde fini? Et tout ça, évidemment, ça vient se télescoper avec notre modèle social. Et c'est le modèle social de cette grande transition qu'il faut être capable de penser, en pensant à la fois comment on se crée des droits par le travail, salarié ou non salarié. Est-ce qu'il existe des formes de travail hors emploi? C'est toute la question que posait Stigler et qu'il expérimentait à Pleine Commune, si je me trompe pas. Il y a toutes ces questions-là. Et on doit construire ce modèle social qui, à mon avis, est un retour de l'universel. Voilà. Là où on a segmenté, on a créé un truc auquel on ne comprend rien, qui laisse passer plein de gens à travers les mailles du filet. Donc moi, je crois que c'est ce modèle-là de transition, parce qu'on va devoir repenser notre propre emploi, nos carrières, nos temps de vie. Voilà. Mais on n'a pas forcément le même rythme de vie quand on est célibataire, quand on a envie d'avoir un enfant, construire un projet personnel, professionnel. On a besoin de ça. Est-ce que c'est la sécurité sociale professionnelle? Est-ce que c'est le compte personnel d'activité? Il y a ça, évidemment, à penser. Sur la question du numérique et des recettes. Moi, je vais vous dire, j'en suis très revenu de l'idée qu'on a un problème de dépenses publiques. Je le dis franchement. Parce qu'on a surtout... D'ailleurs, on a vu dans la crise, on ne manque pas d'argent. Mais moi, je ne pose pas la question de la protection sociale après le Covid. Les problèmes, ils étaient préexistants au Covid. D'une certaine manière, on peut dire que ça a frappé les consciences en mettant sous le nez des gens ce qu'étaient les vrais bullshit jobs et ce qu'étaient les jobs utiles. Voilà. Parce que je crois que c'est dans Utopie concrète ou réalisme, je ne me souviens plus le titre du bouquin de Bregman. Il dit, pour vous poser la question de la valeur d'un travail, demandez-vous si vous pouvez vous en passer. Et puis il raconte cette histoire des grèves des éboueurs en 1968 à New York, qui demandent des revalorisations salariales. Ils se font engueuler par les New-Yorkais le premier jour, et puis au bout de 4-5 jours, c'est tellement le chaos qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. L'année suivante, en Irlande, grève des banquiers centraux, ça dure 6 mois, ils rentrent chez eux, un bras devant, un bras derrière, comme on dit, puis ils n'ont rien obtenu. Donc on a eu cette question-là. Mais les problèmes, ils préexistent. La question des inégalités, la question climatique, voilà. Donc disons que c'est un ultimatum. Disons que c'est dernière station avant le désert. Si on ne bouge pas dans notre modèle social, si on ne bouge pas sur la question des inégalités. Fabienne a évoqué les métiers du soin. Bon, il y a le Ségur de la santé qui opère un certain nombre de revalorisations. Tant mieux. Il faut sans doute, dans le temps, aller au-delà. Mais regardez le plan de relance. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les caissières, les éboueurs? Je crois que c'est dans le rapport d'Oxfam où il était dit que le patron de Carrefour gagne 300 fois ce que gagne une caissière. On ne peut plus le soutenir. Et quand vous regardez les choses, donc on manque pas de moyens. Il y a un problème de coût du travail au niveau des salaires en France. Oui, des très gros salaires. Ces 10 dernières années, le premier décile, c'est-à-dire ceux qui 10% gagnent le moins, ça a augmenté de 2%. Le dernier décile, ça a augmenté de 6%. Le dernier centile, il a augmenté de 12%. Je ne vous parle même pas du 0,1. Voilà. Et donc, si vous vous amusez, alors évidemment, c'est macroéconomique, c'est pas vrai de entreprise par entreprise, mais si vous baissez de 1% le centile 91, de 2% le centile 92, de 3% le centile 93, jusqu'à 10% le dernier centile, qui est autour de 10 000 € par mois, eh bien, vous pouvez augmenter les 3 premiers déciles de 110 € net par mois. Donc il y a aussi ça, il y a le partage de la valeur ajoutée, mais aussi le partage de la masse salariale, l'échelle des revenus, les écarts de rémunération.
Et puis, on parle de la taxe sur les GAFA. Oui, ça peut rapporter de l'argent, mais il faut taxer toutes les multinationales. Toutes les multinationales. Nike, L'Oréal, Coca, Starbucks, tout le monde. Parce qu'il n'y en a pas un qui paye ce qu'il devrait payer. Quand j'entends qu'on baisse les impôts de production, pourquoi pas? Mais qui paye leurs impôts sur les sociétés? Vraiment. Parce que je veux dire, c'est comme tout, quand vous supprimez l'ISF, c'est tout le monde c'est les classes moyennes et les classes populaires qui payent. Quand les multinationales ne payent pas leurs impôts, c'est les PME qui payent. C'est les TPE. Les multinationales, elles consolident 40% de leurs résultats dans les paradis fiscaux. Vous vous rendez compte que les entreprises américaines ont déclaré plus de résultats en Irlande qu'aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon et je ne sais plus où, réunis. Voilà, donc est-ce qu'on manque d'argent? Non. Mais juste, il faut le prendre, c'est ceux qui en ont. Cécile, la question de la technocratie-démocratie aussi, en tant que DG, puis vous pourrez revenir sur le reste, bien sûr. D'abord, je suis très contente de parler juste après Boris et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Nicole, tout à l'heure. Très contente de parler après Boris parce qu'il faut arrêter de dire que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, on a été noyé dans une espèce de discours sur la dette, sur le fait qu'il n'y avait pas de possibilité, que s'il fallait prendre à ceux qui avaient un peu moins pour donner à ceux qui avaient encore un peu moins, etc. Alors qu'en fait, non. La masse, et c'est aussi pour ça, c'est quand au bout d'un moment, on raisonne en milliards, c'est très éloigné de ce à quoi on est capable de réfléchir, spontanément. Mais en fait, quand on raisonne en milliards, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'en 100 euros, si on divise 1 milliard en 100 euros, ça fait beaucoup de 100 euros. C'est ça qu'il faut comprendre. Et y compris qu'il y a un certain nombre de fortunes, y compris en France, qui n'ont pas de sens. Moi, je pense qu'il faut aussi interroger cette question de la richesse. On parle de protection sociale, de valeur. Ça sert à quoi d'avoir 150 milliards? Quand on est un humain, je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut même pas acheter tous les bateaux de la Terre. Enfin, ça ne sert à rien. En revanche, ça sert à avoir des hôpitaux, avoir des respirateurs, avoir des gens qui travaillent. Donc à un moment, cette logique-là aussi, moi, je l'attaque à la racine en disant ça ne sert à rien. Et donc je veux répondre à Nicole sur cette histoire de zoonose. Oui, on a tous un masque sur le nez. Si on nous avait raconté cette histoire il y a un an, l'immense majorité des gens auraient dit « la blague ». Sauf que si on lit les scientifiques qui travaillent sur le sujet, qui travaillent notamment sur un sujet qui semble périphérique, la perte de biodiversité. Et je le dis ici parce que parmi les débats qui ont agité la gauche et les écologistes, Manu, tu disais où est-ce qu'on travaille, c'était de dire oui, mais le problème, c'est la nature versus les humains. Est-ce qu'on peut s'occuper d'abord des humains et ensuite on verra pour les petits oiseaux? Le problème, c'est qu'on vit sur une seule planète, aux ressources limitées, donc ça pose la question du productivisme, mais là, ce n'est pas cette question qui nous occupe, mais où il y a une interdépendance entre les espèces. Et ce que disaient les scientifiques depuis 15 ans, notamment des chercheurs de l'Institut Pasteur, dont certains se battaient pour avoir du budget, c'est qu'on était devant un risque majeur qui était une zoonose pandémique mondiale. Qu'est-ce que c'est une zoonose? C'est une maladie qui passe de l'animal à l'homme. Pourquoi ce risque augmente? Pour deux raisons. La perte des espaces naturels, c'est-à-dire que comme on restreint énormément par le déboisement, par la culture intensive, les espaces naturels, des espèces qui n'avaient aucun contact avec l'homme. Je pense en particulier aux chauves-souris, qui sont des espèces qui ne cherchent pas le contact avec l'être humain, qui vivent plutôt la nuit et plutôt dans des lieux reculés, et qui sont en revanche des réservoirs à virus, avec lesquels elles vivent en paix, mais nous, pas du tout, se sont mis à être en contact avec l'être humain. Deuxième cause majeure de zoonose, l'élevage intensif. Pourquoi l'élevage intensif? Parce que vous avez des espèces uniques qui deviennent des bombes à virus et qui, en plus, nous sommes à peu près tous pareils, les mammifères. Je parle là des élevages intensifs de mammifères, mais ça vaut aussi pour les volailles. Le stress intense fait diminuer les défenses immunitaires. Donc, baisse des défenses immunitaires, concentration des espèces, contact avec l'homme, risque de zoonose et de virus, qui sont des virus contre lesquels nous n'avons aucune immunité, la preuve, avec influence mondiale. C'est écrit depuis 15 ans. Et vous pouvez retrouver, parce qu'il y a 15 ans, il y avait déjà Internet, c'est en ligne. Et puis on a dit, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. C'est la même chose avec le dérèglement climatique. A été publié avant-hier, ça c'est tout à fait en lien avec ce qu'on dit, je crois que le titre c'est le Bureau national économique américain, une étude qui montre qu'à échéance de la fin du siècle, il y aura plus de morts du fait des vagues de chaleur, si on utilise les modèles climatiques actuels, que du fait de l'intégralité des maladies infectieuses. Parce qu'une vague de chaleur, le corps humain résiste assez bien au froid, mais à la chaleur, mal, et à la chaleur humide, pas du tout. C'est-à-dire qu'au-delà de certaines conditions où vous mixez chaleur et humidité, comme notre mode de rafraîchissement, c'est la transpiration, biologiquement, on n'y arrive pas. On n'est pas prévu pour. On ne sait pas faire. Où que ce soit, on meurt. Donc, 73 millions de morts dans le monde si on utilise ces modèles-là. Donc, cette question, en fait, là où c'est intéressant, c'est que je pense que du coup, ça va poser la question de la protection sociale, pas avec le Covid, mais à un moment où l'espèce humaine est menacée, et donc à l'échelle planétaire.
C'est pour ça que le lien avec les paradis fiscaux est très intéressant. Si on travaille vers une fiscalité minimum pays par pays, il y a des choses possibles. On va trouver les moyens de dégager aussi des moyens de financement. Et Oxfam, comme d'autres ONG, défend le fait que le vaccin soit gratuit, notamment pour la moitié la plus pauvre de l'humanité, si on trouve un vaccin contre le coronavirus, enfin contre le Covid-19. Ce vaccin-là, si on le trouve, et pour vacciner toute la moitié de l'humanité la plus pauvre, c'est 1/3 des bénéfices des 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales l'année dernière. C'est-à-dire 1/3 de 1 an des 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales suffit pour financer la vaccination de la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc ça fait écho à ce que disait Boris sur est-ce qu'on peut. Et donc oui, je n'aurai pas de réponse sur où on travaille, mais oui, il faut travailler. Parce que je pense que de plus en plus, il va falloir trouver des réponses planétaires sur ces questions-là. Pour la bonne et simple raison que peut-être une petite chose s'est ouverte dans notre cerveau, c'est que quelles que soient nos capacités de nous protéger, on ne peut pas faire abstraction que nous sommes une seule et même humanité sur une seule et même planète pour laquelle il n'y a pas de moyen de construire des frontières contre le virus, par exemple. Du global au local, Éric Chenu, en tant que mutualiste, la confiance dans les acteurs, la manière dont justement les acteurs de terrain peuvent amener une réponse, tant en termes démocratiques qu'en termes de réflexion sur l'évolution de la protection sociale. Je désinfecte le micro et je te le donne. Merci beaucoup. Oui, alors avant d'aller sur le local et la capacité d'action, d'interaction qu'on a tous au travers les organismes de sécurité sociale, les mutuelles notamment. Juste un point, dans les inégalités que l'on constate, dans l'évolution des inégalités, il y a les inégalités de revenus, mais il y a les inégalités de patrimoine qui sont encore plus importantes, et qui se sont encore plus accrues. Et je pense qu'à un moment donné, dans la réflexion qu'on doit avoir, si on veut trouver des leviers de transformation de nos sociétés, réduire de façon drastique les inégalités, si on veut financer sur de nouveaux schémas, de nouveaux modes, il faudra aussi mobiliser les outils fiscaux de redistribution pour lutter contre les inégalités de patrimoine, qui, elles, se sont accélérées encore plus vite que les inégalités de revenus. On se concentre toujours beaucoup sur les inégalités de revenus, on a raison, hein, bien sûr, mais il ne faut pas oublier les inégalités de patrimoine. Alors, sur la question de la confiance dans les acteurs, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui prennent des initiatives. Dans les mutuelles, on essaye de coller au plus juste des besoins de nos adhérents, de répondre à leurs problématiques. Mais aujourd'hui, on est dans un carcan réglementaire, fiscal, qui nous empêche de prendre un certain nombre d'initiatives, ou en tout cas qui les rendent plutôt péjoratives. Je vais prendre un exemple. On a aujourd'hui une des premières causes de mortalité dans notre pays, une des premières causes d'invalidité dans notre pays, ce sont les maladies cardiovasculaires. Eh bien, pour monter des dispositifs de prévention, de détection, de dépistage, de prévention primaire, secondaire, c'est-à-dire de faire en sorte que des gens qui sont déjà atteints, on puisse les accompagner pour que leur situation ne se dégrade pas, voire peut-être même qu'ils puissent récupérer des capacités. Eh bien, ce sont des dispositifs qui sont taxés avec de la TVA parce que c'est considéré comme de la prestation de service. Et sachant que quand vous payez déjà 100 € de cotisation à une complémentaire santé, il y a déjà 14% qui partent en taxes, c'est la taxe sur les contrats d'assurance. Et à cela se rajoute encore 20% de TVA en prestation de service. C'est-à-dire que pour financer un dispositif de prévention des risques cardiovasculaires, c'est taxé à 35%, puisque les mutuelles ne récupérant pas la TVA, il n'y a pas de possibilité. Là, il y a une incohérence, il y a une incongruité. C'est-à-dire que pour des dispositifs de prévention, de santé publique utiles pour l'ensemble de la population, c'est taxé à 35%. Par contre, pour aller s'encrasser les artères en allant manger un burger dans un fast-food, là, on est en TVA réduite. C'est aussi ce genre de choses qu'il faut qu'on arrive à bouger. Pour faire en sorte qu'on s'appuie davantage sur l'émulation, sur l'expérimentation, qu'on repère ce qui fonctionne bien, qui peut être ensuite déployé, généralisé, etc. Et puis, monsieur parlait aussi de la confiance dans les assurés sociaux. Et il a raison. Aujourd'hui, on a un système d'action sociale en France
où les contrôles se font a priori. Parce qu'il y a une espèce de suspicion que forcément, il y a des fraudeurs. Oui, il y a des fraudeurs. Mais ce n'est pas parce qu'on met énormément de contrôles a priori qu'il n'y aura pas de fraudeurs. Des fraudeurs, il y en aura toujours. Et il vaudrait peut-être mieux qu'on mette des moyens de contrôle a posteriori et qu'on sanctionne les fraudeurs, plutôt que de mettre en place des systèmes très coûteux de contrôle a priori, qui découragent celles et ceux qui ont réellement besoin des dispositifs d'action sociale, que ce soit sur le handicap, pour reprendre l'exemple de monsieur, mais c'est sur tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement social, et qui font qu'à un moment donné, on gagnerait peut-être collectivement bien plus à davantage faire confiance. Voilà. Et là aussi, c'est un changement de logique. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que ces dispositifs qui relèvent de la protection sociale sont là pour permettre à l'individu de se développer, de reprendre pied après un aléa de santé, après un accident de la vie, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, on lui fait la charité? Eh bien, dans la logique de la sécurité sociale, on a voulu autre chose, et sauf qu'on n'est peut-être pas allé complètement au bout dans l'esprit, dans la philosophie. Puis dernier point, on ne transformera pas le système de santé, on ne transformera pas le système de protection sociale sans les acteurs. Donc les acteurs, c'est quoi? Ce sont les assurés sociaux en premier lieu, les patients, les personnes malades en situation de handicap, de dépendance. Ce sont les professionnels de santé. Et puis ce sont les financeurs, c'est-à-dire l'État, l'assurance maladie et les complémentaires. Et il faut que l'ensemble de ces acteurs travaillent ensemble, réfléchissent ensemble, transforment le système ensemble. On ne modifiera pas le système contre les médecins. On a besoin d'eux. Contre les professionnels de santé, les paramédicaux, etc. On a besoin d'eux. Il faut qu'on s'appuie sur leur expertise. On ne transformera pas le système et on ne l'adaptera pas pour répondre aux enjeux et aux besoins de proximité si on ne s'appuie pas sur l'expertise des collectivités locales, etc., etc. Et donc, ce dont on a besoin avant tout, c'est de plus de démocratie et de démocratie sociale. De faire en sorte qu'on puisse s'appuyer sur les organisations représentatives des personnels, l'ensemble des partenaires sociaux, qui sont aujourd'hui autour de la table de l'assurance maladie, même s'ils n'ont malheureusement plus de pouvoir décisionnaire quant aux orientations et à la gestion, puisque aujourd'hui ce sont juste des conseils d'orientation et plus des conseils d'administration. Mais on a besoin plus largement d'associer tous les acteurs si on veut transformer en profondeur, mais aussi faire en sorte que ces transformations soient acceptées par l'ensemble de la population. Parce qu'on ne pourra pas maintenir le système tel qu'il est avec une aspiration sociale au mieux-être, plus qu'au bien-être aujourd'hui, avec les modalités. Il va falloir faire des choix. Il faudra dire qu'est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on ne rembourse pas. Mais si ce sont des décisions technocratiques qui viennent d'en haut, elles ne seront pas acceptées. Si on y contribue tous, si on y concourt tous, qu'on comprend pourquoi il faut faire un certain nombre de choix, je pense qu'on est capable, collectivement, sereinement, de transformer le système. Ok, merci Eric. Je vois Freddy Spira qui trépigne. Donc, et puis, j'ai pas besoin de désinfecter le micro, donc je te remercie Freddy de cette intervention. Très rapidement sur 2 points. Pour lutter contre les inégalités, en particulier les inégalités sociales, des revenus, on a beaucoup parlé du travail, on n'a pas parlé du système éducatif. Les inégalités éducatives sont extraordinairement importantes et c'est pourtant là, dans le système éducatif et par l'éducation, que se forgent les capacités individuelles et collectives qu'on a pour lutter contre les inégalités, en particulier les inégalités sociales de santé. Donc je crois que il faut vraiment complètement intégrer l'évolution du système éducatif pour réduire les inégalités dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la santé. Et je voudrais juste répondre à Eric Chenu que si, quand les mutuelles font des actions de prévention de maladies cardiovasculaires, c'est accès à 100%. Et si ces actions de prévention des inégalités par rapport à la santé, en particulier les maladies cardiovasculaires, sont intégrées dans le système éducatif, ce qui devrait être le cas, et très tôt, elles sont taxées à 0%. Donc voilà, c'est par là qu'il faut passer, c'est par le système éducatif, et c'est pas par des systèmes de construction sociale extraordinairement compliqués auxquels personne ne comprend plus rien.
et qui sont eux-mêmes une source d'inégalité parce que ce qui peut être traité par la Sécu, ça ne concerne pas les gens qui ne sont pas adhérents et des mutuelles, ou ça ne concerne pas les 4% de la population qui n'ont pas du tout accès au système de santé dans son ensemble. Donc il faut avoir des systèmes universels et avec, je le répète, un universalisme proportionné, c'est-à-dire qui se penche d'abord sur les problèmes des plus précaires. Ça m'amène à un deuxième point, puis j'aurai fini. C'est le contraste apparent, ou en tout cas la dichotomie qui existe entre les comportements individuels et la gestion des risques au niveau individuel et la gestion des risques au niveau collectif, en incluant la solidarité. Je trouve que il faut sortir de la verticalité. Il faut travailler dans des systèmes qui soient collectifs et qui protègent les individus. Moi, il y a une question qui me taraude beaucoup ces jours-ci, c'est l'attitude vis-à-vis du port du masque. Et Nous sommes exemplaires ici, sur le port du masque. Tout le monde là. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je parle de ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans le métro, ce qui se passe dans des espaces collectifs. On a une apparente contradiction entre la défense des libertés individuelles et la nécessaire solidarité collective dans une gestion de risque. Je trouve que c'est une question fondamentale à laquelle il faut s'attacher. La manière d'essayer de résoudre ça, c'est d'abord de développer la recherche. Il s'agit de recherche dans des sciences humaines et sociales qui est insuffisamment développée et on comprend pas réellement ce qui se passe. On sait pas gérer ces problèmes-là. Donc on est dans une société qui a conduit à une apparente contradiction entre la différence des libertés individuelles et l'exercice de la solidarité collective. Moi, je n'ai pas la solution, personne n'a la solution, mais en tout cas, il faut que de façon urgente, on se penche sur ce problème. Dernier point, j'avais dit 2, mais il y en a un troisième, mais je ne vais pas répéter. Merci de faire court, Freddy, du coup. En particulier sur l'environnement, le social et l'environnemental sont absolument. Merci beaucoup. Alors, on a 4 questions. Il nous reste une demi-heure, une petite demi-heure, pardon, pour qu'on puisse avoir le temps de répondre. Merci Romain Guéry. Je voudrais revenir sur le sujet de l'universalisme que vient d'évoquer Freddy et tout à l'heure Boris en parlait pour rappeler quand même un point d'attention et justement peut-être lancer le débat sur ce sujet qui est à mon avis le débat fondamental pour la protection sociale qui vient. L'universalisme en protection sociale, c'est comme les chasseurs, hein. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Donc il y a le bon universalisme et le mauvais universalisme. Il y a l'universalisme de bas niveau, c'est safety net, hein, le filet de sécurité à l'anglaise, où tout le monde a accès à quelque chose, mais très faible, très mauvais, de mauvaise qualité. C'est l'hospice où tout le monde peut aller, mais personne n'a envie d'aller parce qu'on est très mal soigné. Et puis il y a l'universalisme en protection sociale de haut niveau, avec un haut niveau de qualité et un haut niveau d'exigence, et qui, lui, suppose des financements importants. Donc il faut aussi traiter ce point, parce que si on le lance comme ça à la volée, si je suis ultralibéral, je me saisis de ce sujet pour proposer un universalisme, mais dont personne ne voudra, et qui, lui, permettra de développer des systèmes parallèles de qualité. Donc, premier point. Et deuxième point, il y a l'universalisme proportionné. Alors, le mot qu'utilise Freddy, il faut revenir dessus. C'est fondamental. L'universalisme proportionné, c'est pour tous, mais pas de la même manière, mais pas pareil. Et ça, en France, et notamment à gauche, il faut aussi se pencher sur cette question, parce que il y a des débats fondamentaux là-dedans. Est-ce qu'on est prêt à ce qu'on ait tous accès aux mêmes droits, mais pas de la même manière? Et dans une république qui peut être à visée d'uniformité, ça peut choquer. Donc c'est un vrai débat et qu'il faut lancer. Il faut aussi réfléchir comment atteindre cet objectif s'il est partagé. Merci. Bonjour, Mathieu Caron. En fait, j'ai envie de vous poser une question sur le lien entre la croissance économique et la protection sociale.
Parce qu'en fait, la protection sociale, la sécurité sociale en particulier, a été pensée après-guerre dans une société qui était une société justement de croissance, une société de plein emploi et en économie fermée, c'est-à-dire peu mondialisée. Or, comme Boris Vallaud a pu le dire, on est aujourd'hui dans une société où il y a une mutation du travail qui est profonde et l'impératif écologique nous invite à repenser tout ça. Et en fait, on a, je dirais, 4 modèles possibles de croissance ou décroissance. On a un premier modèle classique qui est la croissance économique traditionnelle vers laquelle on continue à converger. C'est le choix actuel du gouvernement et de la plupart des gouvernements occidentaux parce que nos responsables politiques ne savent pas penser en dehors de l'idéal de croissance économique. Donc on pourrait appeler ça la croissance grise. On a un deuxième modèle qui est possible, qui est le modèle de la croissance verte, c'est-à-dire on ajoute du vert dans la croissance économique. Vous avez un troisième modèle qui est souvent décrédibilisé et qui est très peu porteur électoralement et qui, je pense, a décrédibilisé très régulièrement le discours des écologistes, notamment en France, c'est le discours de la décroissance, parce que forcément on dit c'est de la sobriété, donc vous allez faire s'effondrer l'économie, etc. Et ma question est la suivante, c'est est-ce qu'il ne faut pas que nous pensions tous ensemble, et ça pourrait être un pavillon commun pour nous rassembler, ce qu'on pourrait appeler l'altercroissance. Il y a très peu de raisonnement sur l'altercroissance. Qu'est-ce que serait alors une altercroissance ? Ça serait l'idée de dire que la société doit décider de faire croître ce qui est bon pour elle, de faire décroître ce qui est mauvais. C'est une idée de bon sens, c'est très simple. Il faut faire, à un moment donné, évidemment, décroître la pollution, les énergies fossiles, mais dans le même temps, on peut faire croître un certain nombre de choses, faire croître les services publics de santé, d'éducation, faire croître le sport, la culture. Qui pourrait être contre ça? Donc je suis content en fait de pouvoir entendre notamment Cécile Duflot sur cette question, c'est-à-dire est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait que ce soit ça qu'on porte aussi pour remporter les élections, parce que ça va être aussi l'enjeu d'être capable d'apporter des nouveaux mots dans le débat public qui nous permettent de gagner. Merci beaucoup. Merci. Une autre question? Merci, bonjour, Michel David. Je reviens sur la question effectivement de l'universel. Et puisque Boris a indiqué qu'il fallait en quelque sorte réuniversaliser les systèmes de protection sociale qui avaient été fragmentés, balkanisés, qui étaient devenus incompréhensibles. Et en même temps, j'entends notamment ce que dit Fabienne Brugger, que protection sociale aujourd'hui doit être, et les politiques publiques sociales en général, doivent être plus attentives à la question de la personne, qu'on ne s'adresse plus à un usager, à un bénéficiaire, mais aussi à un acteur, à un sujet, ce qui suppose de reconnaître sa singularité, ses différences, ce qui suppose de placer dans ce système la question de la responsabilité aussi individuelle. Alors comment on peut réussir à articuler une volonté d'universel, que j'approuve, du point de vue républicain évidemment, et cette prise en compte de dispositifs favorables au sujet à travers des problématiques de démocratie, des problématiques de prise en compte des singularités. Et je termine ma question en disant qu'il y a une autre manière aussi, il y a un autre type de fragmentation aujourd'hui de la protection sociale et des politiques de santé, etc., sur notre territoire, c'est l'impact des inégalités territoriales sur la protection sociale. Être personne handicapée, en situation de handicap, dans une métropole où toute la politique d'accessibilité a été mise en place, c'est pas la même chose que d'être dans un territoire qui a pas fait le travail. C'est pas la même chose en termes d'accès au système de santé, à l'hôpital. C'est pas la même chose en termes de prise en compte des problématiques de dépendance, de maintien à la maison, etc. Alors comment on est à la fois universaliste et que l'on adapte ces politiques publiques et ces systèmes de protection sociale à des territoires entre lesquels il y a aujourd'hui des abîmes, que ce soit entre les métropoles et les territoires les plus éloignés des métropoles, mais aussi au sein des métropoles, entre les quartiers résidentiels et les quartiers populaires. Merci. Dernière question avant la réponse des intervenants. Bonjour, Caroline Maplate. C'est sur une question assez terre à terre, mais Michel Sapin, quand il a signé l'ANI il y a quelques années maintenant, on s'est gargarisé du fait qu'on avait mis la mutuelle obligatoire dans les entreprises privées, et comme quoi c'était une super mesure de gauche et qu'on pouvait en être fier.
Et pour moi, c'était tout l'inverse d'une mesure de gauche. Donc j'aimerais bien que vous m'en convainquiez, le cas échéant, parce que ça crée de fait une inégalité entre les salariés et les non-salariés. Au sein des salariés, ça crée des inégalités parce que dans une même entreprise, en général, vous avez une mutuelle pour les cadres et une mutuelle pour les employés. Et je suis assez convaincue que dans l'entreprise sidérurgique, la mutuelle, pour exactement les mêmes prestations, coûte plus cher que dans une boîte de traders parce qu'évidemment, il y a un taux de maladie qui est plus élevé. Et moi, j'avais été écœurée à ce moment-là parce que je m'étais dit, j'aurais été fière qu'au contraire, on dise arrêtons de dérembourser, arrêtons de faire reposer ça sur le privé parce qu'il n'y a plus d'universalité. Et en plus, personnellement, je suis assez convaincue que ça doit coûter un peu plus cher quand même, si tout ça est un problème de financement, parce qu'il faut 2 systèmes informatiques pour générer les remboursements, il faut 2 personnels administratifs pour générer le système de remboursement. Donc voilà, c'est une question et puis un petit coup de gueule personnel. Merci. Donc, Éric Chenu, 2 questions interpellées sur les mutuelles. Vous êtes vice-président de la MGEN. La réponse à ce qu'a déjà dit Freddy Spira et puis à ce qui vient d'être dit. Oui, effectivement, l'ANI, on peut le regarder de 2 côtés. Soit on estime que l'accord national interprofessionnel de 2013 qui a généralisé pour les salariés, pour les entreprises, la couverture portée par les organismes complémentaires d'assurance maladie avec une participation de l'employeur. Beaucoup d'entreprises avaient déjà des accords d'entreprise, etc., mais elles n'en avaient pas toutes. Donc, pour celles qui n'en avaient pas et où la participation employeur n'était pas à cette même hauteur, c'est un plus. Maintenant, ce type de dispositif, il a un inconvénient majeur, c'est qu'il organise une solidarité entre les actifs. Mais il déconstruit les solidarités intergénérationnelles, notamment entre les actifs et les retraités. Et donc, à force de segmenter le marché de la complémentaire santé, réforme après réforme, et parce qu'on ne l'appréhende pas dans sa globalité et dans son universalité, eh bien, on arrive à des hiatus qui sont plus très cohérents. Et donc, probablement qu'on est aujourd'hui à un stade où il faut remettre à plat, se réinterroger sur l'opposabilité entre le régime obligatoire, la Sécu, l'assurance maladie, les complémentaires. Est-ce qu'il faut du double guichet ? Est-ce qu'il faut répartir différemment ? C'est-à-dire certains prennent en charge certains risques, d'autres prennent en charge d'autres risques, etc. Pour réinterroger quelles sont les missions, comment on organise tout ça. Ou est-ce qu'on veut tout transférer à l'assurance maladie, sécurité sociale à 100%, c'est ce que prônent certains. Mais pour reprendre un peu ce que disait Romain Guéry, si c'est pour avoir une sécu de base avec des tarifs opposables qui ne sont pas les tarifs réels de santé, on n'aura rien réglé. Et on l'a pu le voir sur ces 40 dernières années où quand l'État, l'assurance maladie n'organisait pas le conventionnement, n'organisait pas l'encadrement des prix, c'est pas parce qu'il y avait une base de remboursement de sécurité sociale avec des financements à 100% que ça réglait le problème. Demandez aux personnes en affection de longue durée qui ont des prises en charge à 100% et vous verrez si elles n'ont pas des restes à charge. Elles ont un reste à charge qui est de plus de 2 fois supérieur aux autres assurés sociaux qui ne sont pas en affection de longue durée. Donc on voit bien que ça ne règle pas le problème. Et donc là-dessus, il y a un vrai sujet. Et on a un enjeu qui est fondamental aussi devant nous. Et je vais rebondir sur la question de l'universalité. C'est la réforme numérique. Alors, elle a été posée tout à l'heure sous la question du partage de valeur, mais il faut aussi le regarder sous son autre angle, c'est sur la production des données. Aujourd'hui, tous, avec nos smartphones, bracelets, montres connectées, etc., on génère de la donnée. Les organismes d'assurance maladie génèrent de la donnée, etc. Tout ça, c'est une base phénoménale. En France, en plus, on a plutôt une chance, c'est que comme l'assurance maladie est généralisée, on a une base auto-administrée qui est extrêmement puissante. Il faudrait qu'on ose en faire quelque chose. Ce qui eût été bien, c'est qu'on mise plutôt sur la construction d'un consortium français à minima européen,
plutôt qu'aller donner l'ensemble de l'accès de ces données au Health Data Hub géré par Microsoft. Là aussi, il y a des enjeux de souveraineté numérique. Et par rapport au cloud, peut-être qu'un débat ouvert, associant les associations de patients, associant les citoyens, aurait été bienvenu sur une telle transformation du système. Pourquoi je parle du numérique ? Parce que le numérique, il va permettre une révolution phénoménale, et notamment la possibilité d'une individualisation des risques. Et donc là, il y a un enjeu qui est énorme devant nous, c'est soit on se sert au contraire de ces données pour mieux gérer le risque, mieux faire de la prévention, y compris personnalisée, c'est-à-dire de faire de l'individuation, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'individu par rapport à sa vie personnelle, à sa vie professionnelle, etc. Mais on ne fait pas d'individualisation des risques. Et je peux te demander juste de... Ouais, je finis. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Et ça va être essentiel. Donc, soit c'est un moyen de conforter la gestion du risque dans un cadre solidaire, de protection sociale solidaire. Nous, c'est ce qu'on prône. On pense qu'on a des formidables enjeux pour améliorer l'état de santé de la population, pour faire de l'éducation à la santé pour tous, tout au long de la vie. Voilà. Et puis, ça suppose aussi l'universalité de réinvestir les biens communs, depuis l'éducation à la santé publique, tous les biens communs, tout ce qui fait bien commun. On ne s'en sortira pas uniquement en travaillant sur les éléments qui vont venir corriger les inégalités a posteriori. Il faut s'attaquer aux inégalités dès le début. Merci Eric. Moi, je voudrais que Maurice, tu puisses intervenir sur la question de l'universalisme, proportionné, pas proportionné, et la relation avec la croissance et les modèles de croissance. Oula, tout ça. Tout ça. En 2 minutes, bien sûr. Bon, Romain, sans doute bien, dans mon esprit, c'est pas le filet minimal. Hein. Politique pour les pauvres, pauvre politique. On connaît bien la formule, mais je préfère des droits pour tous à des allocations pour certains. J'en ai marre du débat permanent sur l'assistanat. J'en ai marre de la stigmatisation. J'en ai marre de la perte de confiance. J'en ai marre de l'illisibilité de notre modèle de protection sociale qui fait que tu as l'impression que tu payes trop et que ton voisin resquille. Et que, évidemment, un chômeur est nécessairement un type qui ne cherche pas du boulot, alors qu'il y a la moitié des chômeurs qui ne sont pas indemnisés. Bon, voilà. Et donc, quand je dis sur l'universel, c'est qu'il faut arrêter la paresse qui a consisté à superposer des dispositifs dans tous les sens, auxquels on ne comprend rien, qui font passer un paquet de gens entre les mailles du filet, et qui ne répond pas aux vulnérabilités des plus vulnérables, précisément. Je crois que, évidemment, on ne peut pas poser la question du niveau de service, du niveau de la qualité des soins, la qualité éducative, sans se poser la question aussi de la fiscalité qu'on a évoquée tout à l'heure. Quand on met sous condition de ressources, c'est qu'en réalité, on ne veut pas se poser la question du quotient conjugal ou du quotient familial, qu'on ne veut pas se poser la question de la progressivité de l'impôt sur le revenu, qu'on ne se pose pas la question, comme on devrait le faire, de l'impôt sur les successions. Il ne s'agit pas évidemment de retaxer ce qui a été taxé par le travail. Mais enfin, quand on transmet des fortunes qui ne sont le fruit de rien, sinon de la patience et du fait d'être né, ça ne marche pas. Donc moi, je dis que quand on construit des citoyens qui reconnaissent dans l'autre à notre soi-même, comme on dit, il faut qu'on ait des référents et des référentiels communs. Donc ça n'interdit pas la prise en compte des situations individuelles, bien sûr, parce que personne n'est dans la même situation, mais en même temps, il faut qu'on ait des expériences communes. Il faut qu'on ait des expériences communes. Et cet universel-là, c'est l'universalisme républicain. Et l'universel, c'est pas un truc ringard. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un truc ringard. Et on peut le décliner dans beaucoup de choses. Moi, j'évoquais tout à l'heure le compte personnel d'activité ou les sécurités sociales professionnelles. On pourrait évoquer, mais c'est un débat qu'on a esquissé, 100% sécurité sociale ou pas. Alors après, il y a toute la question sur la prévention. Bon. Mais il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet. Donc je crois qu'on peut avoir ces débats-là avec une question, c'est quel est le haut niveau de sécurité, parce qu'on n'a pas besoin de moins de sécurité. Hein. Je veux dire, le trait commun de notre époque, quand même, c'est l'incertitude et la vulnérabilité. Voilà, face à l'existence, face à la santé, face à l'emploi, face à beaucoup de choses. On est dans un moment où on a quand même du mal à expliquer à nos enfants que ce sera mieux pour eux que pour nous. Bon, moi, je suis assez convaincu qu'on doit pouvoir raconter l'inverse si on s'y prend pas trop mal et le concrétiser. Fabienne, là-dessus, comment concilier l'universalité et la proportion, pour reprendre les termes qu'on a dit ? Oui, alors,
justement, moi, je fais assez attention aux termes, et peut-être parce que je suis philosophe, donc c'est un prisme un peu particulier. Pour moi, universel et universalisme, c'est pas pareil. Parce que quand on dit universalisme, dans le débat français, on renvoie tout de suite à des conflits entre universalisme et différentialisme. Et puis surgit derrière voilà, toutes les galaxies médiatiques qui se greffent là-dessus. Donc je préfère largement le terme d'universel. Et donc la question, c'est celle du bon usage ou du mauvais usage de l'universel. Parce qu'il y a bien évidemment des manipulations de l'universel. Les manipulations de l'universel, c'est effectivement l'universel néolibéral. Mais il me semble que le bon universel, c'est celui qui est capable, au nom des valeurs, de rétablir une égalité, des égalités dans les situations. Par exemple, lorsque s'est fait la couverture maladie universelle, c'était une politique sociale au nom de l'universel. On s'était rendu compte qu'il y avait une partie de la population, parmi les plus vulnérables, qui n'était pas couvert justement par un système de soins. On fait la couverture maladie universelle. C'est une politique sociale qui se fait au nom de l'universel. Donc l'universel, il doit toujours être concret. C'est ça. Il n'est pas posé a priori. Parce que si on le pose a priori, on pose une unité a priori, on ne va pas chercher à faire rentrer les gens dedans et nécessairement on va exclure. La politique universelle, c'est une politique d'inclusion. Et la politique d'inclusion, ça suppose de pouvoir aussi écouter toutes les voix. Ça ne veut pas dire qu'on leur donne nécessairement raison, mais ça veut dire au moins qu'on les écoute et qu'on les fait entrer dans le projet commun. Juste en précisant qu'effectivement, la difficulté aujourd'hui à conjoindre l'universel et le sujet, par rapport à la question de tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus seulement, quand il s'agit d'égalité et d'inégalité, dans des logiques de redistribution, mais on est aussi dans des logiques de reconnaissance. Et forcément, la reconnaissance, ça induit d'autres positionnements beaucoup plus compliqués eu égard à l'universel. Merci. Cécile Duflot, tu as été interpellée tout à l'heure directement, donc la réponse sur les modèles de croissance, décroissance. Du coup, je vais chercher l'image. C'est un vrai sujet, parce que en fait, quand on y réfléchit, le premier qui utilise ce terme, il parle de non-croissance au départ, puis éventuellement de décroissance, c'est André Gorz en 1972, après le rapport du Club de Rome. C'est une vraie réflexion, en fait. C'est qu'est-ce que c'est un modèle de développement dans un monde fini ? Et d'ailleurs, on n'a pas épuisé ce débat et on voit bien que la réalité nous rattrape. Ensuite, il y a eu peut-être un élément qui a joué en défaveur du discours des écologistes sur cette question. Moi, je me souviens du débat pour ceux qui sont comme moi vieux, sur le débat sur le franc fort et le franc faible. Personne ne savait très bien ce que ça voulait dire, en fait. Personne ne savait très bien l'impact des taux de change sur la vie de l'économie. Mais en fait, franc fort, c'était bien, et franc faible, c'était pas bien. Parce que fort, c'est bien, faible, c'est pas bien. La croissance du PIB, c'est à peu près comme le signe qui représente le sexe masculin. Vous voyez, ça symbolise l'érection. Donc forcément, je ne sais pas, je n'ai pas expérimenté, mais il paraît que c'est bien. Donc on est dans une représentation qui n'est pas une... Je propose qu'on lance un nouveau débat entre Boris et moi sur le sujet, mais on a un problème de représentation mentale. Et effectivement, quand on dit décroissance, après c'est ouais, mais vous êtes pour la bougie et vous voulez tous qu'on vive dans des cavernes. Je rassure tout le monde, il n'y a pas assez de cavernes, donc ça ne peut pas marcher. Et en même temps, je comprends très bien la difficulté du débat sur ce sujet. C'est quand même compliqué parce que AZF, c'est de la croissance. Pour le Liban, ce qui s'est passé va fabriquer du PIB. Reconstruire le port de Beyrouth, c'est du PIB. Donc on voit bien que c'est complètement déconnant. Les accidents de la route, c'est du PIB. Et s'il y a moins d'accidents de la route, il y a vraiment mathématiquement une baisse de PIB. Donc la question, et il y a un travail qui a été fait par Kate Raworth, qui est une économiste qui a travaillé longtemps avec Oxfam, que moi j'aime bien, que je trouve extrêmement bien, parce que je pense qu'on a besoin, et ça pour le coup je mets une pierre dans le jardin des écologistes, ils pensent que les gens ont qu'à être intelligents, qu'à réfléchir et qu'à comprendre ce qu'ils disent de supérieurement intelligent. Moi je dis que quand on n'arrive pas à se faire comprendre, c'est peut-être qu'on ne parle pas bien. Donc je trouve que cette visualisation, elle est très bonne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir de loin, mais en fait elle a modélisé l'espace qui est vivable pour une société économiquement. C'est un espace qui a en périphérie les limites physique de la planète, avec la pollution atmosphérique, le dérèglement climatique, etc., et un socle social qui est celui en deçà duquel on déstabilise nos sociétés.
justice de genre, paix civile, etc. Elle dit qu'on en est globalement là, si on modélise l'état de notre planète aujourd'hui. Donc on voit bien qu'à la fois, on sort du cadre du donut. Alors le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien le donut, et il n'y a pas, sauf si quelqu'un connaît une spécialité française qui est un gâteau ou quoi que ce soit avec un trou au milieu. Ni le Paris-Brest. Le Paris-Brest. Ouais, c'est compliqué. Bref, on va garder le donut en comptant sur la culture qui se mondialise. Mais je trouve que c'est une façon justement d'expliquer quel est l'espace de croissance possible. En fait, l'espace, il se trouve dans ce donut. Et je suis d'accord qu'il y a une capacité à rendre grand public cette question et à faire comprendre cet enjeu-là, qui nous permet ensuite de déboucher sur cette question de l'universalisme, parce que ça veut dire on ne descend pas en dessous de ce seuil. Si on veut rester à l'intérieur du donut, il faut qu'on puisse soigner tout le monde. Et puis, je voudrais dire aussi que sur ces questions-là, il y a une fabuleuse hypocrisie. Sur notamment le débat qui a abouti à, alors techniquement je ne sais pas exactement, mais l'exonération de l'AME pendant les 3 premiers mois, etc. On sait très bien que c'est au moment où les gens arrivent, et notamment les plus vulnérables, qu'il faut avoir une politique de vaccination, par exemple. Si on veut juste éviter qu'on fasse revenir certaines maladies, je pense à la tuberculose, je pense à d'autres. Donc, je crois quand même que si on arrive, à modéliser cette idée de que serait un modèle soutenable dans la durée pour l'humanité, ce modèle qui tient à l'intérieur du donut, et que de ce fait-là, on découle des politiques publiques. Ensuite, comment les tricoter techniquement sur la question de la réforme fiscale, sur est-ce qu'il faut un seul système, 2 systèmes, qu'on choisisse chacun un système complet. Tout ça, en fait, finalement, on sait faire. Je crois qu'il faut vraiment qu'on n'oublie pas d'abord, quel est le socle de valeurs, 2, quel est l'objectif, et ensuite on décline en termes de politique publique. Mais je suis d'accord sur le débat autour de cette question de la croissance. Si on n'arrive pas à dire ensemble, voilà ce vers quoi on va dire, de toute façon, les écolos, ils sont pour la décroissance, et il y en a qui vont pas manger. Et de l'autre côté, on renvoie le débat sur la croissance. Le débat sur la croissance verte, pour moi, il n'existe pas. Qu'on utilise des métaux rares pour faire des batteries électriques ou pour faire des montres, finalement, c'est le même problème. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on réussisse à modéliser, qu'on réussisse à faire partager cet horizon et à le rendre tenable. Et juste un signe d'espoir quand même, parce que ces débats sur la question de la protection sociale, ils peuvent apparaître parfois, et c'est comme ça que ça nous est renvoyé en disant « mais vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez en France ». Alors moi qui travaille dans une organisation internationale, aujourd'hui, s'il y a autant de tensions au Maghreb, au Chili ou dans d'autres pays, c'est notamment parce qu'au Maroc, pays où il y a eu récemment, pour l'instant la situation est calme, mais un mouvement de boycott assez important, en fait vous voyez les cliniques hyper bien fournies en matériel, etc. Vous voyez même des gens qui viennent de l'étranger se faire soigner, se faire des soins dentaires au Maroc, mais qui sont inaccessibles pour une grande majorité des Marocains. Et d'ailleurs, il y a à la fois cette question de la santé et la question de l'éducation, avec une privatisation massive. Et cette situation crée un moment de déstabilisation. C'est ce que nous avons essayé de montrer dans certains rapports. Donc, ne pas croire que ce combat-là n'est pas un combat qui est partagé bien plus largement que l'on imagine dans le monde, et qu'aujourd'hui, cet accroissement des inégalités fait craquer les sociétés partout, y compris celles qui vivaient avec un système inégalitaire, parce que la vision qu'on peut avoir de quel serait un autre horizon est forcément un horizon à la fois mobilisateur en positif, mais peut aussi être facteur de grande tension et de rage du fait de l'injustice. D'une certaine manière, c'est ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Alors, en guise de conclusion, je vais peut-être vous poser la dernière question, et si vous pouviez conclure en 1 minute chacun, en commençant par toi, Freddy. Vous avez eu les clés du camion, les uns les autres, vous les avez peut-être encore, et à différents titres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'analyse que vous portez et les développements qu'on souhaite mettre en place sont crédibles dans la société? Qu'est-ce qui fait que demain, les Français pourront nous faire confiance pour pouvoir mener les réformes nécessaires, le tricotage technique au regard de la vision politique que vous avez esquissée aujourd'hui? On voit très bien que dans les urnes, le chemin est grand. Quelles sont, à votre avis, les conditions des possibles? Je vais commencer par toi, Freddy. Et en 1 minute, s'il vous plaît, puisque la table ronde finit bientôt. Oui, très très rapidement. Notre pays, mais pas seulement notre pays, nos sociétés dans leur ensemble sont victimes et sources de très très fortes inégalités. Tout le monde le sait, tout le monde le constate. Il faut juste le démontrer. Il suffit de quelques chiffres.
Et voilà, tous les Français savent qu'on est dans un système très très inégalitaire. Donc la priorité numéro 1, c'est la lutte contre les inégalités. Lutter contre les inégalités, ça veut dire avoir des systèmes de protection sociale qui sont eux-mêmes inégalitaires. À un moment donné, on appelait ça la discrimination positive. C'est un gros mot, donc maintenant on parle d'universalisme proportionné. Pour moi, c'est la même chose. Universalisme, ça veut dire des systèmes universels, mais il faut faire attention, les systèmes universels ne sont pas universels. La protection maladie universelle, la PUMA, elle n'est pas universelle. Les gens qui sont à l'aide médicale d'État, ils n'ont pas accès à la PUMA. Les sans-papiers, ils n'ont pas accès à la PUMA. Donc il faut... la minute va bientôt finir. Proposer des systèmes qui défendent effectivement un universalisme, j'y tiens beaucoup, mais qui soient différenciés selon les capacités. Merci. Fabienne? Enfin, moi, pour le coup, je n'ai jamais eu les clés du camion, donc non. Ce que je peux dire en termes de conclusion, c'est qu'effectivement, les inégalités sont de plus en plus présentes, à la fois à des niveaux, disons, économiques, sociaux, écologiques, et que seul un changement profond de société pourra permettre une réforme de ces inégalités. Et ce qui me semble en revanche très essentiel dans la période qu'on vient de vivre, c'est le surgissement, y compris dans la vie quotidienne, de la notion de vulnérabilité et de la question du traitement des vulnérabilités. Ouais, c'est bon. Oui, nous, en mutualité, la MGEN, avec d'autres mutuelles, on a constitué un groupe, le groupe Vive, justement pour se redonner des marges de manœuvre, pour faire en sorte que tous ensemble, on soit capable à la fois de proposer des couvertures mutualistes les plus adaptées, mais aussi une offre de soins, et faire en sorte que cette articulation entre assurance, offre de soins, services, permette un accès effectif aux soins, aux protections, pour prendre en compte ces situations plus fragmentées, moins linéaires qu'avant dans les vies personnelles, professionnelles, familiales, et être dans cette capacité d'accompagner tous ces moments de vie, heureux ou malheureux, du berceau au tombeau. Voilà, c'est ça le projet. Ça suppose bien évidemment de faire confiance aux acteurs pour se donner cette capacité d'apporter des réponses, et c'est d'apporter des réponses en associant les parties prenantes, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne transformera pas le système sans elles, et il faut absolument qu'on se donne comme objectif aussi de plus de démocratie. Et puis dernier élément, je pense que ce soit au travers des politiques publiques ou que ce soit au travers des actions d'acteurs de l'ESS comme nous, ce qui est fondamental, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de distorsion entre le discours et les actes, parce que c'est générateur de défiance, et ça, c'est catastrophique. Merci. Boris? Non, très rapidement. Bon, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait été pulvérisé au sens propre du terme par le néolibéralisme, réduit à l'état de poussière. Voilà. Et que le moment est venu d'une forme de... Enfin, il faut mettre un terme à une forme de guerre de sécession. Sécession, évidemment, de ceux qui ont coupé la cordée et sont partis tout seuls, mais tous ceux qui, finalement, sont repliés sur un individualisme qui ne peut pas être un modèle de société. Donc c'est la République jusqu'au bout. Voilà. La République jusqu'au bout, pour tous, partout, exigeante, de haut niveau. Et la réalité, c'est que nous avons, je crois, dans notre arsenal, les réponses aux défis qui nous font face. Et au moment où la question sociale revient avec une force incroyable, la question de la lutte contre les inégalités est évidemment pour moi, la mère des batailles. Voilà. C'est une bataille culturelle aussi. Merci. D'abord, je ne sais pas ce que c'est avoir les clés du camion, mais je n'ai pas eu le sentiment, dans la période récente, d'avoir jamais eu les clés du camion. Un tout petit bout de la 4L éventuellement, mais pas vraiment plus. Et pourtant, ça marche. Moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est que, en fait, cette phrase est vraiment, semble ridicule. Si on veut, on peut, mais vraiment, c'est ça que j'ai vu.
C'est-à-dire que ce n'est pas les lobbies qui décident. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas les lobbies qui signent les décrets. Et d'ailleurs, si les lobbies dépensent autant d'argent pour essayer d'influer sur la décision publique, c'est justement que la décision publique a du poids, y compris sur l'activité des uns et des autres. Je pense que là où il faut vraiment reprendre du courage, c'est que ce qui a fait perdre l'idée, voire l'idéal de gauche, ce sont les mots. La bataille a été menée de façon très intelligente par l'idéologie née autour de l'ultralibéralisme et de l'école de Chicago, en prenant les mots. Il fallait être fluide, agile, raisonnable. J'ai réagi il n'y a pas longtemps. La principale critique qu'on peut faire, maintenant qu'on dit ça va, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est-à-dire être gentil et sympa est une critique et négative. Donc la gauche a reculé, et en voulant toujours avoir l'air plus sérieuse, elle est devenue pas seulement chiante, elle s'est trahie elle-même. Excuse-moi, mais je vais toucher du doigt, et donc j'étais membre de ce gouvernement, mais le CICE, moi je ne sais pas si tu étais là, ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, on m'a posé un dossier sous le nez, avec les décisions sur le CICE, j'étais ministre associée à rien, que j'ai gribouillé de façon violente, mais je disais, mais à quel moment on a pu penser une seule seconde que ce truc allait marcher? Ok, alors donc on met des conditionnalités sur la non-distribution de dividendes. Qu'au moins, si on arrive à choper une boîte qui a pris le CICE, qui a distribué des dividendes, on va récupérer l'argent. Non, surtout pas. Et donc, on a abdiqué. Je dis « on », mais ça a été abdiqué, alors qu'en fait, remettre de la volonté politique dans cette histoire, c'est plus facile. Et puis, et je m'arrête là, en fait, on est plus nombreux. Il y a beaucoup plus de gens qui vivent mal de cette absence de redistribution, qui vivent mal de loyer et de prix de l'immobilier qui s'est envolé, que de gens qui en profitent. Ils sont très très peu nombreux, mais ils sont très très organisés. Donc il suffit de mieux s'organiser. Vu qu'on est plus nombreux, à la fin on gagne. Merci pour cette conclusion de reconquête politique. Merci à vous tous pour vos questions. Merci aux intervenants. Et donc prochain débat, 14h30, si j'ai bien compris. Merci.